Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Aujourd'hui, focus sur les cinémas d'autrefois et d'aujourd'hui. Ce sera en fin d'émission dans notre magazine C'était mieux avant ou pas. Depuis 50 ans, Grossbiedersdorf est jumelée avec sa voisine Klein-Blittersdorf. Partenariat, amitié, commémoration, c'est un événement dont on va parler dans le dossier de la semaine avec des témoignages et des reportages. Et sur le plateau, le maire de Grossbiedersdorf, Joël Niederlander, bonjour. Bonjour à vous. Et merci de participer à cette émission. Les jumelages entre deux communes, c'est aussi le thème de la question du jour et c'est Sandrine qui sera la porte-parole des internautes aujourd'hui. Coucou. Salut. Et on commence cette émission à Rhodes. Une nouvelle espèce est accueillie au parc Sainte-Croix. Alors, quelques indices pour vous aider à trouver. Il est appelé chien aboyeur, il est très endurant, plus que le loup avec qui il est souvent confondu. Il est myope, mais il a une ouïe et un odorat très développé. Est-ce que vous avez trouvé? Sinon, Uranie va pouvoir vous aider. Bonjour Uranie. Salut Julia. Alors, pour tous les téléspectateurs qui n'ont éventuellement pas deviné, de quel animal s'agit-il? Eh bien, il s'agit du coyote parce qu'au parc de Sainte-Croix, ils en ont introduit 6. Après 7000 km de voyage, puisqu'ils viennent du Minnesota, et une période de quarantaine, parce que c'est comme ça au niveau de la législation, eh bien, ils peuvent maintenant évoluer dans 1,2 hectares de terrain. Donc, c'est dans le nouvel espace, le Nouveau Monde. Alors, ils sont donc 6, comme je le disais, un couple âgé de 4 ans et 4 petits de 7 à 8 mois. Alors, ils sont encore un petit peu timides, mais on a eu la chance de les découvrir et vous allez pouvoir aussi d'ici quelques instants. Super, et merci beaucoup Uranie, merci aussi à Marie au cadrage et on revient donc vers vous dans quelques instants. Voici d'abord un tour d'horizon de l'actu du secteur en 60 secondes. Shopping hyper fun, c'est chez Best, votre centre commercial à Faré-Bersviller. Justice morte par les avocats du barreau de Sarreguemines. Après plusieurs mois de négociations avec la conférence des bâtonniers et le Conseil national des barreaux sur le projet de réforme de la justice, la mobilisation se poursuit. Les avocats affirment que le gouvernement est revenu sur plusieurs points, notamment l'expérimentation des cours d'appel spécialisées dans 5 régions administratives au lieu de 2 et la spécialisation des tribunaux entre plusieurs départements. Toutes les audiences du jour sont renvoyées. Un plan d'action pour faire face à la prolifération des sangliers. Le préfet de la Moselle, Didier Martin, les chasseurs et les agriculteurs du département ont présenté hier à Morhange ce plan d'action. Les dégâts agricoles ont augmenté de 32% en 2 ans et ont engendré 1,4 million d'euros d'indemnisation. Battu mensuel exigé au nord de l'A4, intensification des prélèvements sur les territoires de chasse, de nombreuses mesures seront prises. Les troupes américaines auront leur musée à Bitche. Il se situera au-dessus de la porte de Strasbourg. La ville de Bitche a symboliquement remis les clés du local à Michel Klein. Ce membre de l'Union nationale des combattants récolte depuis 2 ans des objets de la Seconde Guerre mondiale et particulièrement ceux relatifs à l'hiver 1944-1945. Les troupes américaines ont libéré Bitche durant cette période. Michel Klein espère remettre à jour ce moment d'histoire trop méconnu à son goût. L'installation du marché de Noël à Sarreguemines passe cette année encore par la patinoire Place de la République. 300 mètres carrés destinés à la glisse et au plaisir. Ouverte à tous, on devrait y retrouver les habituels pingouins sur spatule et chaises luge pour les plus jeunes. Cette patinoire est présentée sur le marché de Noël depuis 2016 et est devenue en 2 ans l'une des attractions phares du marché de Noël sarregueminois. Remise de médailles pour des agents de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence. Hier soir, une médaille d'or a été remise à 3 agents pour leurs 35 ans de service et une médaille d'argent à un adjoint technique pour ses 20 ans de service. Les 6 retraités de l'année 2018 ont aussi été mis à l'honneur. Roulez malin, prenez les transports en commun avec Cabus. La spécialiste de la météo, c'est Sandrine. Elle vous dit tout pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Pour demain, de nombreux bancs de brume ou de brouillard seront encore présents et possibles le matin. La visibilité va s'améliorer lentement et il faudra profiter des rares éclaircies de la mi-journée car les nuages reviennent en force en fin d'après-midi, apportant avec eux quelques averses. Les températures maximales iront de 5
à 8 degrés. Et demain, nous serons le vendredi 23 novembre. Nous fêterons les Cléments et le soleil nous accompagnera de 7h54 à 16h42. Et la photo du jour nous a été envoyée par Adam Kratz. Il s'agit d'un magnifique lever de soleil à Neufgrange dans la rue de Roth. Merci à lui. Et si vous aussi vous souhaitez nous envoyer vos photos, vous pouvez nous écrire par mail à l'adresse contact@mosaïque-cristal.tv ou alors sur notre page Facebook. Je dois mon esprit d'ouverture à d'ingénieux créateurs. Fermap, des fenêtres étudiées pour vous. Vous l'avez vu en début d'émission, les coyotes du parc Sainte-Croix ont entre 7 mois et 4 ans. Ils proviennent de 4 lignées différentes car l'objectif est la reproduction et la pérennisation de l'espèce. Ils viennent du parc du Minnesota qui a été choisi parce qu'il permettait la quarantaine des animaux pendant 4 mois sur le territoire américain avant de venir en France. Reportage de Marie Luff et Uranie Tozik. Museau étroit, grandes oreilles pointues. Depuis quelques jours, les coyotes découvrent leur nouvel environnement. Pour les équipes du parc Sainte-Croix, c'est aussi une première. Il a d'abord fallu étudier l'animal. Pour recevoir un coyote, il faut d'abord savoir qu'est-ce qu'il mange et il faut savoir qu'est-ce qu'il faut faire comme enclos et savoir comment est leur vie sociale dans la nature et tout ça. Et quand on a tout ça, on sait qu'on doit faire des grands enclos, on doit les donner surtout de la viande et un peu des fruits aussi et qu'on doit faire des petits groupes avec souvent un couple avec des jeunes, mais parfois aussi avec plusieurs adultes, ça marche aussi. L'espace est en cours d'aménagement, 12 000 mètres carrés avec une végétation spécifique. Ce qui est important dans leur enclos est que c'est un enclos avec pas mal de végétation, des petits caches. On a fait des sortes de nichoirs pour eux, comme des tanières. Et ils peuvent se cacher dans une tanière, ils peuvent se cacher dans la végétation. Il y a des rochers, des troncs d'arbres. Donc ils ont plein de possibilités pour se cacher s'ils ne se sentent pas bien. Les coyotes sont encore un peu timides, mais d'autres espèces seront introduites au fur et à mesure, comme les ours noirs. Des coyotes sur le territoire national français, c'est une première. On est maintenant en liaison avec Pierre Godlewski. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être en direct sur Mosaïque Cristal. Alors, le parc Sainte-Croix annonce l'ouverture de l'espace Nouveau Monde à partir du printemps 2019. À quoi peut-on s'attendre en dehors des coyotes ? On peut s'attendre à beaucoup de bonnes choses. Le parc du Sainte-Croix est très grand et ça va être la plus grande extension qu'il y a eu depuis l'ouverture. C'est 8 hectares et demi de nouveaux espaces qui vont être offerts à la découverte du public dans la continuité de ce que Sainte-Croix sait faire, c'est-à-dire des grands espaces, de la générosité, beaucoup d'animation, beaucoup de contenu aussi de comment est-ce que la nature et l'homme peuvent se réconcilier, comment on peut se reconnecter. Donc on a un nouveau parcours avec beaucoup d'activités, beaucoup de nouveaux animaux et beaucoup d'espace. Alors justement, votre priorité, c'est le bien-être des animaux. Et quand on crée du coup un espace naturel sauvage de toutes pièces et en plus de cette taille, à quoi faut-il faire particulièrement attention ? Alors, il faut faire attention à 2 éléments. Comme Yann Vermeer l'a expliqué tout à l'heure, la compréhension des besoins des animaux, c'est la base de notre travail. Donc, on va avoir plusieurs besoins, les besoins d'espace, les besoins physiologiques, les besoins comportementaux. La nourriture est évidemment apportée par nos soins, mais dans la conception des espaces, c'est à la fois donc les besoins des animaux qu'on vient d'évoquer, mais également le besoin de reconstituer un paysage que les visiteurs vont pouvoir interpréter comme étant le milieu naturel. Et ça veut dire qu'on a travaillé sur les perspectives, le choix des végétaux, le choix des minéraux, des rochers qui sont proposés, les équilibres entre la présence de l'eau, de la végétation, et également représenter une nature qui a l'air d'être sauvage et pas une nature qui est jardinée comme on peut l'avoir malheureusement parfois dans des espaces trop aménagés. Et le choix des animaux aussi, puisque là vous venez d'accueillir les coyotes. Quelle est la prochaine espèce qui va être introduite à Sainte-Croix ? Alors, les coyotes seront en cohabitation avec les ours noirs. Et donc la prochaine étape, c'est de pouvoir organiser la mise en cohabitation entre ces 2 espèces. D'accord, et on a hâte de voir ça donc au printemps. Merci beaucoup pour votre intervention. On va maintenant s'intéresser à une entreprise du Pays de Bitche. C'est une diversification dans laquelle se lancent les dirigeants de Gaia Trend. Les 2 frères Marcel ont créé une autre entreprise
Capriver. Implantée pour le moment elle aussi à Rohrbach-les-Beach, elle produit des petites billes vertes. Alors même si à première vue elles ne semblent pas très appétissantes, elles ont le don d'attirer les carpes grâce à l'arôme qu'elles contiennent. Reportage de Laurie Couteau. Qui vont servir à composer l'arôme. Le solvant. Quelques gouttes de ces molécules, un peu de solvant, le tout bien mélangé afin de créer un arôme pour attirer les carpes. Cet aromaticien travaille avec beaucoup de minutie pour reproduire des goûts existants sucrés comme la fraise ou salés comme le poulet rôti. Les carpes sont à la fois attirées par des arômes sucrés qui plaisent aux humains, mais aussi par des arômes tout à fait différents qui peuvent nous incommoder par leur forte odeur. Alors pour les appâts, en fait, ils sont constitués, il y a vraiment deux grandes parties. Il y a toutes les farines végétales et animales qui vont contenir des acides aminés auxquels en fait, les poissons sont sensibles. Mais ils sont également sensibles en fait, à ce qu'on appelle des marqueurs en termes d'odeur. Et donc ces marqueurs en fait, sont contenus dans les arômes. Et donc nous, en fait, notre travail, c'est de s'arranger qu'entre les goûts qui sont plus appréciés par les poissons et les marqueurs qui les attirent spécifiquement, on s'arrange en fait pour que la formule en fait contienne les deux avec une certaine forme d'harmonie. Créée en 2016, Capriver compte désormais 5 salariés. Elle est spécialisée dans la fabrication d'appâts pour la pêche à la carpe. Cette entreprise produit des dérivés autour des appâts, comme ces bouillettes, ces pop-up qui sont des leurres flottants, ou encore ce booster dans lequel la bouillette peut être trempée et qui permet d'attirer davantage de carpes. Tous ces produits sont bien évidemment made in France, un avantage dans ce marché saturé. Nous, l'ambition du départ, c'était vraiment de se placer sur un segment très haut de gamme, made in France, avec des appâts totalement différents, de très très bonne qualité, qui font vraiment la différence au bord de l'eau, et donc de pouvoir tout de suite commercialisé au travers des boutiques spécialisées, donc des magasins de pêche. Depuis le début de la commercialisation de ces produits en mars 2018, Capriver a obtenu des résultats très encourageants et a donc décidé, faute de place, de déménager ses locaux dans l'ancienne boulangerie industrielle Pâtissepain de Binin. En se lançant, il a fallu trouver très rapidement de la place et cette société nous a permis de nous développer. Et aujourd'hui, on se rend compte que tous les projets à venir sont en stand-by parce qu'on a un grand manque de place. Rendez-vous à Binin en janvier 2019 pour découvrir les nouveaux produits de Capriver, notamment des appâts pour d'autres types de pêche. Il n'a pas besoin d'appât pour être comme un poisson dans l'eau. Je vous propose maintenant de faire la connaissance de Tom Lernaud. Il a 16 ans et il vient de Guadeloupe. Il vise le haut niveau en natation et pour atteindre son objectif, il a parcouru près de 8000 km pour venir s'entraîner au cercle nautique de Sarreguemines. Marie-Morgane Lorenz a rencontré ce jeune sportif plein d'ambition. Une graine de champion de natation venue de la Guadeloupe. Originaire de la ville de Saint-François, Tom Lernaud a quitté l'outre-mer pour Sarreguemines. Il connaissait déjà la Moselle car ses grands-parents y vivent, mais cette fois, il n'est pas venu pour des vacances, mais pour atteindre son objectif, viser le haut niveau. Au début, on était vraiment bien en Guadeloupe. Il y avait beaucoup de compétitions, il y avait de la concurrence. Mais après, bien sûr, les grands sont partis en métropole pour les études où ils ont arrêté la natation. Donc on commençait à être 5 ou 6 en compétition et c'était pas terrible. Je suis venu ici surtout pour les compétitions parce qu'en métropole, ils font beaucoup de compétitions dans l'année. Et je peux me confronter à différentes personnes et c'est pas le même niveau, on peut dire. Arrivé à Sarreguemines début septembre, il a augmenté sa dose d'entraînement de 25%. C'est assez différent. Après, le rythme n'est pas pareil parce que je m'entraîne 2 fois par jour, le matin avant d'aller à l'école et après le soir après l'école et après les cours. Donc c'est pas pareil, en Guadeloupe je m'entraînais juste le soir et quelques matins mais c'était pas terrible, c'était juste de la muscu. Et maintenant le matin on fait déjà 7-8 km plus le soir à nouveau 8 et 9. Donc non, c'est pas le même rythme mais le groupe est sympa, il y a une bonne ambiance et je me sens bien intégré. Cette augmentation des entraînements lui permet de perfectionner sa technique. Alors il avait un niveau tout à fait correct, voire très bon. Il était dans le top 15 de son année d'âge au niveau français. C'est très propre techniquement en crawl. Dans les autres nages, c'est un peu plus difficile. Donc lui, voilà, il va falloir qu'on lui trouve de la force, du volume d'entraînement pour pouvoir être performant sur ses distances de prédiction, le 400, le 800, le 1500 nage libre. J'aimerais bien continuer à travailler mon demi-fond parce que j'aime bien les longues distances. Et pour l'eau libre, après j'ai aussi un problème avec la technique où avant, quand j'étais en Guadeloupe, je mettais beaucoup trop de jambes pour un nageur d'eau libre ou un nageur de demi-fond. Si le club sarregueminois apportera beaucoup à Tom,
l'arrivée de nageurs de son niveau est tout aussi bénéfique pour le cercle nautique. Depuis la nouvelle direction technique nationale, le club du cercle nautique de Sarreguemines est passé centre d'accession à la formation, labellisé par la FFN, par la Fédération française de natation. Donc nous, notre rôle, c'est d'amener le maximum de nageurs dans les équipes de France jeunes et juniors. Si nous avons des recrues extérieures, ça permet justement de remplir les quotas, de rester labellisé, on reste une place forte de la natation du Grand Est. Il y a quelques semaines, Tom Lernoux a participé à sa première compétition en métropole où il a déjà amélioré toutes ses performances. Son objectif premier est de viser le championnat de France junior en mars 2019. Et la semaine dernière avaient lieu les championnats de France élite. Plusieurs nageurs du cercle nautique participaient à ces compétitions. 2 spécialistes sarregueminoises ont particulièrement brillé. Camille Daubat, que l'on voit sur ces images, a terminé 3e dans 2 épreuves, le 200 mètres 4 nages et le 100 mètres 4 nages. De son côté, Aurélie Muller est devenue vice-championne de France du 1500 mètres nage libre. Il est temps de donner la parole aux internautes. Voici la question qui leur était posée sur la page Facebook de Mosaïque Cristal. Une grande partie des villes du monde sont jumelées avec une ou plusieurs autres villes. Est-ce que vous savez avec quelle ville la vôtre est jumelée? Est-ce que vous les avez déjà visitées? Dites-le nous dans les commentaires. Sandrine, nos internautes sont-ils calés en termes de jumelage? Mais écoute, moi ils m'ont impressionné parce que c'est vrai qu'on les connaît pas forcément, surtout si les communes sont éloignées l'une de l'autre. Mais moi personnellement, alors j'habite à Sarreguemines et j'ai découvert la ville qui était jumelée que cette semaine quand en fait j'ai réfléchi à cette question parce que je la connaissais pas. Alors pour ceux qui savent pas non plus, Sarreguemines est jumelée à la ville de Gmund en Autriche. Donc voilà, comme ça c'est pour la partie culture. Mais du côté de nos internautes, en fait ils sont mieux renseignés que moi. Hélène nous écrit Zétain est jumelé avec Tollet en Allemagne et Ladjari, commune dans le sud-ouest en Charente-Maritime. Lolo nous dit Vitrin est jumelé avec Châtelard en Charente. Et enfin René nous écrit Woustviller avec Woustweiler en Sarre. Et nous lui avons demandé justement s'il s'était déjà rendu dans cette ville qui est jumelée. Alors il nous a répondu j'y étais déjà récupéré un acte de naissance d'un de mes grands-pères. Et au final voilà, on peut dire que les internautes connaissent bien leur commune. C'est pas mal. Merci Sandrine. Alors malheureusement personne n'a cité Großblittersdorf et Klein-Blittersdorf. Ces 2 communes célèbrent pourtant cette année leurs 50 ans de jumelage. On fait le point dans un instant avec des témoignages et des reportages et bien sûr l'interview de notre invité, le maire de Großbli. A tout de suite. Le traditionnel marché de Noël du CHS, c'est du vendredi 23 au dimanche 25 novembre de midi à 18h. Rendez-vous au centre social du CHS pour y découvrir une très grande variété d'articles et de décorations de Noël. Pour mettre une touche de déco dans votre vie, pensez à Pink. Pink, c'est plus de 1000 m² de showroom en plein cœur de Sarrebruck. Retrouvez toutes les tendances déco, saison par saison et pour toutes les occasions. En plus, le parking est gratuit à l'arrière du magasin. Pink, votre paradis déco à Sarrebruck, à côté l'Europa Galerie. Nouveau en zone industrielle de Sarreguemines, l'atelier gourmand vous propose toute une sélection de gourmandises. Du pain frais toute la journée, de succulentes pâtisseries artisanales, des hamburgers maison fraîcheur garantie et tout un assortiment de pizzas et de sandwichs. Vous pouvez manger sur place ou profiter du drive. L'atelier gourmand vous invite chaque jour du lundi au samedi de 5h du matin à 22h. L'hiver arrive, je renforce mes défenses immunitaires. La Vie Claire propose plus de 1850 produits pour mieux vivre au quotidien. Produits de saison, produits frais, toujours bio et durables, vous attendent dans notre enseigne éco-responsable. Découvrez aussi nos produits vitaminés, compléments alimentaires, sans oublier la cosmétique au top des exigences. La Vie Claire cultive la bio depuis 70 ans. Avant, Marie était mal à l'aise en communauté, mais depuis son passage à la passion de l'audition, elle n'est plus la même. Avec une solution adaptée, elle sort, voit du monde et peut même à présent apprécier les spectacles. Si comme elle, vous souhaitez changer de vie, rendez-vous à la passion de l'audition. Entendre n'est plus un luxe, mais une nécessité. Une franchise internationale, c'est une force. Mais les géants ont aussi besoin d'une âme. C'est ici qu'elle se trouve, dans ces mains qui entretiennent votre moteur. Elle est dans l'attention particulière faite à la révision de vos freins. Elle est dans la mécanique délicate d'une courroie de distribution. Elle est dans le contrôle minutieux du parallélisme de vos roues. Elle est dans l'attention particulière de votre accueil. Euromaster, vous êtes entre de bonnes mains.
2. Oh, c'est tout pour aujourd'hui. Allez, un dernier. On n'est pas tous sportifs, mais on vous montre du sport, du vrai. À découvrir du lundi au vendredi dès 12 h sur Mosaïque Cristal. À l'époque, jusqu'au XVIIIe siècle, il n'y avait qu'un seul village situé de part et d'autre de la Sarre. Aujourd'hui, il y a une commune française, Großbliedersdorf, et une commune allemande, Klein-Blittersdorf, avec donc une frontière qui en fait est largement gommée, en particulier à cet endroit-là, depuis 50 ans de jumelage et d'amitié. Avant de vous donner la parole, monsieur le maire de Großbliedersdorf, je vous propose d'écouter votre homologue de Kleinbli, parce qu'on lui a demandé ce qui, lui, l'a le plus marqué au cours de ces 50 ans de jumelage. Je vous propose de l'écouter. Pour moi, les événements les plus importants de ce jumelage, c'est d'une part la construction du pont de l'Amitié. Deuxièmement, c'était le mouvement transfrontalier à l'époque pour empêcher l'usine d'incinération des déchets, qui était pour moi une initiative citoyenne formée à droite et à gauche du pont et qui avait très bien travaillé ensemble et qui avait une approche constructive très importante. Und ganz wichtig auch konstruktiver Ansatz hatte. Joël Niederlander, vous, qu'est-ce qui vous a le plus marqué au cours de ces 50 ans de jumelage? En dehors des deux points qui ont été soulevés par mon homologue de Kleinbli, à savoir le combat contre l'usine d'incinération, projet de E6, il y a maintenant 30 ans, bien sûr la construction du pont de l'Amitié, mais il y a aussi, j'insiste, la construction de la coopération au sein de l'Eurodistrict. Et le pont de l'Amitié a également servi de lieu pour lancer la construction de l'Eurodistrict en 2004. C'est là qu'il avait été baptisé. Qu'on a initialisé la volonté en tout cas d'aller vers un Eurodistrict qui a été officiellement signé en 2010. Et au sein de cet Eurodistrict, on travaille pas seulement entre Kleinbli et Großbliedersdorf, mais avec toutes les communes qui adhèrent à ce syndicat, qui au départ était une association qui avait été fondée en 1997. D'accord. Alors, on va juste revenir quand même plus précisément au jumelage, au quotidien. Comment se vit-il? Voici la réponse du maire de Klein-Blittersdorf. Wir haben ja natürlich das eine oder andere Projekt gemeinsam umgesetzt, wie zum Beispiel auch die Spielplatzfläche auf der französischen Seite. Nous avons bien entendu des projets mis en œuvre ensemble, tels que la zone de jeu du côté français, qui est aussi fortement appréciée du côté allemand. Elle est adoptée par toutes les générations. Cette offre commence par une aire de jeu pour les petits-enfants. Nous proposons ensuite des aires de barbecue et une zone pour se réchauffer. Pour les cyclistes, ils ont la possibilité de passer par une piste cyclable le long du canal entre la France et l'Allemagne. Wir haben das Projekt mit dem Wildwasserkanal, wo die französische Seite gerne den Wildwasserkanal. Alors la zone de loisirs, elle est située côté français, à Großbliedersdorf. Est-ce que c'est une réalisation purement française ou est-ce que c'est une réalisation franco-allemande? C'est une réalisation purement française, mais avec des fonds européens, puisque nous avons bénéficié de subventions de la part du FEDER dans le cadre de la bande bleue. Et cette aide européenne a été conséquente, puisque si on cumule l'aide européenne avec les aides purement françaises, l'État, la région, le département, on arrive quand même à des subventions qui frôlent les 70%. Donc, ce qui nous a permis de développer cette zone de loisirs qui aujourd'hui, bien sûr, bénéficie à l'ensemble du secteur, pas seulement à Kleinbli et Großbli, mais à toute une série de communes situées en Sarre, jusqu'à Sarrebruck et au-delà, et bien sûr, du côté français, dans un rayon, un jour, j'avais interrogé comme ça les gens qui fréquentaient la zone, et ils venaient dans un rayon de à peu près 35 km autour de Großbliedersdorf. Bien. Alors, il y a le projet aussi qui a été évoqué par le maire de Kleinbli, mon collègue Stéphane Strichert, c'est le bassin d'eau vive. Alors nous avions, lui et moi, développé un projet commun. Lui, c'était la réfection quasi totale de la piscine et nous, c'était, du côté français, le stade d'eau vive.
Malheureusement, pour le kayak. Pour le canoë-kayak, pour le rafting, ça peut aussi être une zone de loisirs. Malheureusement, ce projet n'a pas été retenu par les instances européennes puisque les aménagements touristiques ne sont plus éligibles à ces fonds. Donc, Kleinbiedersdorf roule tout seul. Et nous, du côté français, on essaye d'obtenir des fonds par l'intermédiaire du contrat plan État-région qui nous permettra peut-être, ce contrat, de réaliser ce stade d'eau vive. Malheureusement, la coopération ne se fera pas sur ce projet-là. Mais au départ, c'était notre intention. Et puis c'était l'idée. Alors je vous propose maintenant de faire la connaissance de Patrick Zilch. Alors c'est un habitant de Kleinbly, comme les autres, ou presque. Pour lui, le jumelage entre sa commune et Groesbly compte beaucoup. Par passion, il a photographié puis filmé les grands moments de ce jumelage. Thomas Drouin l'a rencontré. C'est une vitrine pas comme les autres que propose Patrick Zilch. Derrière la vitre, pas de produits ou autres mannequins, mais des photos de Kleinbiedersdorf et Großbiedersdorf, car le propriétaire des lieux, habitant de toujours du village allemand, est un panégyriste de l'amitié franco-allemande qui lie sa commune à sa jumelle de l'autre côté de la Sarre. Les Français viennent ici, les Allemands de l'autre côté. C'est un super échange, aussi du point de vue culturel. On l'a vu à la fête du pont, organisée ensemble en juillet. Je suis heureux de vivre ici, parce qu'on y vit activement l'Europe, c'est-à-dire les idées européennes de vivre ensemble. Après la photo, Patrick Zilch est passé à la vidéo, documentant la vie des deux communes et de la région, un travail d'archiviste qu'il effectue avec passion. En 2012, je me suis acheté une caméra et j'ai commencé à filmer, ici, et naturellement aussi en France. J'ai filmé les centres-villes, les mairies, les églises, lors des mariages. Mais le lieu principal reste le pont. Il s'y passe toujours quelque chose. On y voit des bateaux, des kayaks. Les gens le traversent à vélo ou à pied, dans les deux sens. San Francisco weltberühmt, doch steht die Golden Gate. London hat seit Tower Bridge, es ist ein Mordsgerät. Die Pont de Normandie steht an der Mündung von der Seine. Doch den gewissen Charme, den hat nur unser Brick allein. Lang bevor Europa nichts als wie ein Schlagwort war, haben wir uns hier als Nachbarn schon immer gut vertragen. Kleinbiedersdorf, Großbiedersdorf, die Leihe vis-à-vis. Kleinbiedersdorf im Saarland und in Lothringen Großbly. Alors forcément, pour ce 50e anniversaire de jumelage entre Großbiedersdorf et Kleinbiedersdorf, lui aussi y est allé de sa participation, allant jusqu'à proposer des bonbons contre la toux à l'image de cette relation particulière entre les deux communes, illustrée par le pont de l'amitié. Des Bliedersdorfer Hustenbonbons qu'il propose à ses clients français et allemands. Des bonbons pour célébrer le jumelage. Pourquoi pas? Et pourquoi pas? Mais alors, il y a surtout depuis le début de l'année énormément d'événements qui sont organisés parce que vous avez choisi de ne pas sélectionner juste une date pour célébrer symboliquement ces 50 ans de jumelage. En fait, il y a eu des festivités tout au long de l'année. Comment ça s'est passé pour organiser tout ça? Ça demandait une implication très importante de la part des deux municipalités, mais surtout du côté français d'une de mes adjointes, mais qui était entourée de plusieurs conseillers municipaux qui l'ont épaulé d'abord dans une réflexion globale pour savoir ce qu'on allait pouvoir proposer pendant toute l'année, toujours en coopération avec Kleinbiedersdorf. Ensuite, on a associé également les présidents des différentes associations. Des réunions ont été organisées de plus en plus larges. Un calendrier a ensuite été retenu et a ensuite été mis en œuvre sur toute l'année 2018. On compte à peu près une trentaine de manifestations avec en point d'orgue la manifestation du 14 juillet sur le pont de l'Amitié.
Et puis il y a eu aussi parmi ces événements programmés le 11 novembre, preuve que l'amitié franco-allemande est bien ancrée à Großbiedersdorf et Klein-Blittersdorf, puisque la commune française a invité ses voisins allemands pour commémorer avec elle la fin de la Première Guerre mondiale, qui, rappelons-le, a été perdue quand même par les Allemands. Regardez le reportage. Qui aurait cru que 100 ans après la fin de la Première Guerre mondiale, qui a vu s'affronter Français et Allemands, ces derniers célébreraient ensemble l'armistice. C'est pourtant ce qu'il s'est passé le 11 novembre dernier. Dans le cadre des 50 ans du jumelage entre Großbiedersdorf et Klein-Blittersdorf, les Allemands ont été conviés à assister à la cérémonie. Si les habitants de Klein-Blittersdorf n'étaient pas nombreux à s'être déplacés, il y avait tout de même des représentants des autorités, ainsi que le maire de la commune, Stefan Strichert. Sur place, des élèves du collège Val-de-Sarre de Großbiedersdorf qui ont travaillé sur ce thème et qui ont préparé un texte lu en français et en allemand. Wie eine Kohlkiste und Staubwolken kommen aus meiner Uniform. En plus au collège on a une section MOSA, c'est-à-dire avec des heures en plus en allemand. C'était l'occasion de les faire participer également de ce biais-là. Et puis on voulait montrer que la guerre elle avait touché les familles aussi bien côté français que côté allemand et que la dureté de ce qu'on avait décrit en classe était aussi pour les Allemands ressentie de la même manière. Ils ont également entonné la chanson Les Bleuets, composée en 1916, oubliée après la guerre. Le bleuet est tout un symbole, c'est la première fleur avec le coquelicot qui repousse sur un champ de bataille. Il fait aussi référence à la couleur des nouveaux soldats arrivés sur le champ de bataille. Ce sont les bleuets de la France, les bleuets vaillants et joyeux. La chorale a cappella était également présente pour interpréter l'hymne européen dans les deux langues et l'hymne national français. La musique municipale a également interprété l'hymne national allemand. Je pense que c'est la continuité du partenariat qu'on a avec la commune de Kleinbli. On est en Europe, on est dans une communauté de paix maintenant et le fait d'avoir chanté en français et en allemand, c'est un petit peu faire le lien entre les deux pays. Pour les Français, la présence des Allemands à la cérémonie a une grande signification. Pour moi, c'est une situation très émouvante puisque je suis native de Metz où on est un peu plus de l'intérieur que frontalier, même si ça fait maintenant plus de 30 ans que je suis sur la frontière. Mon grand-père étant ancien combattant, j'ai quand même été élevée dans une certaine rancœur contre l'armée allemande en tout cas et ce qui a été subi en Lorraine. Mes grands-parents ont été déportés, ils se sont réfugiés dans la région de Lyon. Et mon grand-père avait énormément d'anecdotes à raconter à ce sujet. Donc arriver en collège frontalier, pour moi, c'était déjà une grande découverte. Et c'est important d'arriver, comme dirait Brassens, à faire que les Français et les Allemands s'aiment. C'est important que Kleinbli célèbre avec vous l'armistice, le centenaire de l'armistice ? Je crois que c'est même fondamental. Après un siècle, cette réconciliation entre la France et l'Allemagne dans une Europe en paix et qui se traduit chez nous entre des relations d'amitié entre les deux communes de Kleinbli et de Großbli. Mais j'aimerais quand même apporter quelques précisions par rapport au reportage, dans la mesure où entre 1914 et 1918, les Blittariens combattaient sous l'uniforme allemand. Et j'ai assisté dimanche dernier à une commémoration à Kleinbli, commémoration qui est réalisée en l'honneur, ils appellent ça le Volkstrauertag, journée du souvenir, pour les victimes des deux guerres, la première et la deuxième guerre mondiale. Et je me suis amusé à compter le nombre de victimes du côté allemand. Il y en a eu 47 et du côté français 57 lors de la Première Guerre mondiale. Et ils sont tous morts sous l'uniforme allemand. Et des morts inutiles, on s'en rend bien compte maintenant un siècle plus tard, et la Deuxième Guerre mondiale qui a suivi n'a pas arrangé les choses, puisque ça n'a rien modifié non plus fondamentalement.
Et c'est pour ça que je suis, moi, particulièrement content de cette cérémonie commune, puisque les gens y sont morts à la guerre, qu'ils soient français, qu'ils soient allemands ou d'autres nationalités. Ce sont toujours ces personnes qui sont victimes de la guerre. Vous connaissez sans doute, puisque Mme Janssen a cité Brassens, moi je vais citer Charles Péguy qui a dit que la guerre, vous connaissez sûrement, hein, ce sont des gens qui se massacrent et qui ne se connaissent pas au profit de gens qui se connaissent mais qui ne se massacrent pas. C'est malheureusement la triste réalité. Donc c'était ensemble en commun qu'on a commémoré la mémoire des victimes de Crosby et de Clineby, mais de toutes les victimes, j'allais dire, de la bêtise humaine. De manière plus générale, bien sûr. Et bien pour le maire de Clineby aussi, cette commémoration avait revêtait vraiment quelque chose d'une signification toute particulière et il s'est confié devant la caméra. Das ist für, sagen wir, uns auf der deutschen Seite sagen wir, eine Ehre, dann bei diesem Anlass auch auf der französischen Seite. C'était pour nous, du côté allemand, un honneur de recevoir une invitation et d'être présent pour avoir une pensée pour ceux qui sont morts. Et aujourd'hui, en Europe, il y a la paix. Il faut se souvenir de ce qui s'est passé encore et encore, le garder en tête. Et je pense que c'est déjà une avancée que l'on commémore ce jour ensemble. Sich immer wieder ins Gedächtnis rufen, immer wieder bewusst sein und ich denke, das ist schon ein Anlass, dass man gemeinsam diesen Tag begeht. Être ensemble et aller de l'avant. Alors du coup, pour l'avenir, comment ça se profile au niveau du jumelage Crosby-Clineby? Est-ce qu'il y a des projets communs? Des projets concrets, non. Pour au moins une raison, c'est que nous n'avons ni lui ni moi la compétence économique. Je vous ai parlé tout à l'heure de ces aménagements touristiques. On ne peut pas les mener à terme, du moins dans un projet commun. Par contre, les relations, les échanges vont continuer au niveau des associations. Elles ont bien démarré au cours de l'année 2018, mais il y avait déjà des contacts et des échanges les années précédentes. Elles ont été beaucoup plus formalisées lors de l'année 2018. Alors je pense aussi bien à la musique municipale qu'au chant choral, qu'à la piscine de Clineby, qu'à la société de pêche, le canoë-kayak, ne l'oublions pas, qui est un exemple de coopération entre la France et l'Allemagne, entre le canoë-kayak de Crosby et le canoë-club de Saarbrück, et bien sûr tous ceux de Clineby qui veulent venir pratiquer ce sport sur la Sarre ou simplement faire de ce sport, enfin de cette pratique, un loisir. Donc voilà quelques exemples de coopération que nous espérons continuer, voire développer des deux côtés, des deux rives de la Sarre, entre Crosby et Clineby, en empruntant ce magnifique pont de l'amitié. Et en le franchissant, ce pont avec le tram, très vite on est à Saarbrück, Sarreguemines, donc on arrive à dépasser même les limites de nos deux communes. Donc une coopération qui petit à petit s'élargit. Merci beaucoup d'être venu témoigner dans cette émission. Je vous en prie. On va maintenant ouvrir notre placard aux archives pour aller explorer deux lieux qui vont vous remémorer, c'est sûr, des souvenirs et puis qui vont sans doute aussi vous donner envie d'aller vous faire une toile. On va maintenant apprécier, revenir en arrière sur les cinémas Vauban de Bitche et Forum de Sarreguemines. Et donc préparez-vous parce qu'on vous emmène dans notre machine à remonter le temps et puis vous nous direz à la fin si c'était mieux avant ou pas. Je vous laisse vous faire votre opinion. Très bonne journée à tous. À demain. Agi Fermeture, le spécialiste de vos fenêtres, portes de garage, portes d'entrée et de vos portes intérieures. Agi Fermeture, une équipe au service de vos projets. À 2 pas du centre-ville de Bitche se trouve un bâtiment auquel peu de gens portent attention. On y voit les voitures et les passants défiler jour après jour. L'immeuble est à vendre, comme beaucoup d'autres. Et son nom sur la devanture s'est effacé avec le temps pour presque devenir illisible.
Et pourtant, si l'on a le privilège d'y entrer, on y découvre un trésor inattendu. Nous sommes dans l'ancien cinéma Vauban. À l'intérieur, tout est encore intact. Les sièges, l'écran, tout est encore sur place, comme s'ils attendaient de nouveaux visiteurs. Comme si un jour, quelqu'un avait subitement fermé les grilles du bâtiment pour ne plus jamais revenir. Dans les cabines, les projecteurs eux aussi patientent, presque prêts à faire défiler la pellicule. Ensemble, nous allons faire un bond dans le temps, un retour en arrière pour en apprendre plus sur l'histoire de ce lieu. Au départ, le cinéma Vauban s'appelait l'Eldorado. Le 16 mars 1945, il voit entrer dans Bitche les chars de la 100e division d'infanterie. Et le 20 mars 1945, comme tous les autres bâtiments de la ville, il voit défiler la fanfare de la Century Division. Après la guerre, le Vauban est racheté aux enchères par le Conseil de Fabrique pour 6 millions d'anciens francs, le 24 avril 1959. En 1976, on y achète son ticket de cinéma pour 9 francs. Au fil de son exploitation, le Vauban a passé des films qui sont aujourd'hui devenus des classiques du cinéma, des films qui nous parlent à tous. Actuellement à l'affiche, les célèbres héros gaulois Astérix et Obélix attirent les cinéphiles et les curieux. Le film détiendra peut-être le record d'entrée au box-office du cinéma français. À Bitche, à l'occasion de la sortie nationale du film, le public n'a pas raté le rendez-vous. 1300 entrées ont été enregistrées. Tout au long de son existence, le Conseil de Fabrique développe et rénove le cinéma. Dans ses heures de gloire, il peut accueillir plus de 400 spectateurs. 12 personnes y sont employées et les projections se déroulent principalement pendant les week-ends. Il y a tout juste 3 semaines, le cinéma Vauban de Bitche a réouvert ses portes. En effet, les bénévoles qui se chargent du bon fonctionnement de la salle ont profité des 2 mois de fermeture annuelle pour remplacer près de 200 accoudoirs ainsi que quelques sièges dont les coques étaient cassées. Il faut préciser que chaque année, une vingtaine d'accoudoirs sont détériorés par l'usure, mais aussi, malheureusement, par les nombreux coups de cutter et les graffitis. La salle Vauban est également dotée de nouveaux éléments de sécurité grâce à l'installation d'un nouveau transformateur, de nouvelles armoires électriques, le tout aux normes de sécurité en vigueur. L'ensemble de ces travaux ont pu être entrepris suite aux bénéfices exceptionnels obtenus lors des projections du film Titanic et Astérix. Mais le mieux, pour comprendre l'histoire du Vauban, c'est encore de questionner les gens qui l'ont fréquenté. Tous les films qui sortaient, à l'époque, on allait au Vauban. C'est le fait que ce soit le film unique projeté dans la semaine et qu'il permettait finalement de réunir les gens, on en discutait facilement le lundi matin par exemple. Je trouve que c'est une ambiance très sympathique, très conviviale. Oui, j'allais avec mon copain, oui. On a connu ça quand j'étais gamin et donc là, à côté il y avait même la bibliothèque municipale. Même s'il est populaire, le 31 décembre 2003, le Vauban ferme ses portes. Le dernier film projeté s'appelle La planète au trésor. Et lors de la dernière journée, 41 spectateurs étaient présents. Aujourd'hui, pour se rendre au cinéma, il faut se rendre à Sarreguemines. Direction le cinéma Forum.
Bonjour jeune homme, une question s'il te plaît, tu viens voir quoi? Taxi. La Cité des Anges. Alors, tu viens voir quoi comme film? Sex Crime. Sex Crimes. Après, c'était Un dîner de cons. Ce matin, c'était Simple Secret. Là, je vais voir American Pie. Et ce soir, Sex Attitude. Disons que la première tendance, c'est effectivement naturellement Gladiator qui démarre bien. Par ailleurs, on a également Sex Attitude qui démarre gentiment. Food Irene, naturellement, en fait les trois grosses sorties de la semaine. Petite surprise tout de même, c'est que des films qui sont à l'affiche depuis un peu plus longtemps, tels que Hypnose ou par ailleurs Mon voisin le tueur, scorent encore beaucoup sur ces premiers jours de fête. Concernant les cinémas-forums, on a débuté sur Sarreguemines les travaux de réinstallation de salles en 1988 pour une ouverture en octobre 89 de 3 premières salles. On a rajouté rapidement une 4e salle en 1990 et nous avons à nouveau entrepris de très gros travaux en 2005-2006 puisque là nous sommes passés de 4 à 8 salles. Alors la fréquentation, nous avons atteint un peu à l'heure actuelle une vitesse de croisière et on vogue un peu au gré du marché national. Donc quand le marché national est meilleur, on est un peu meilleur. S'il est un peu moins bon, on fléchit un peu. Ce qui nous situe annuellement entre 220 000 à 250 000 spectateurs par an. Bien que le Vauban était un cinéma d'une seule salle, il possédait une programmation variée. Aujourd'hui, ce sont les complexes multisalles qui ont pris le relais, comme partout ailleurs. Alors, le multisalle répond tout simplement à la demande de la clientèle. C'est-à-dire la clientèle veut une offre rapide, large, diversifiée. Et ce type de programmation ne peut être que proposé lorsque vous avez un nombre d'écrans très très important. Puisque quand nous mettons à l'affiche des films en sortie nationale, on nous impose également des contraintes de tenue de ce film dans le temps, et d'où la nécessité absolue d'avoir un nombre important d'écrans sur la ville. Dans un certain sens, les complexes multisalles trouvent parfaitement leur place dans notre société de consommation. Mais peu importe le cinéma et peu importe l'époque, il y aura toujours une constante, c'est le projecteur. Le projecteur, c'est l'âme du cinéma. Il est né avec lui et a évolué en conséquence. Encore aujourd'hui, sans projecteur, il n'y a pas de cinéma. Les deux sont indissociables. Comme tous les outils, celui-ci s'est modernisé. La pellicule, comme on l'utilisait au Vauban, n'existe quasiment plus. Une bobine de pellicule pesait plus de 30 kg et atteignait une longueur qui dépassait les 3000 mètres. Le projectionniste chargeait la bobine sur un plateau qui partait ensuite dans un circuit pour être diffusé à la vitesse de 24 images par seconde. Ensuite, on utilisait un programmateur qui, à l'aide de capteurs, allumait la lumière, envoyait l'image et passait le son. Aujourd'hui, tout est numérique. On travaille sur ordinateur et le projecteur est automatisé. Que ce soit Bitche ou Sarreguemines, chacune a partagé ou partage encore l'existence d'un cinéma et ses heures de gloire. Quand vous irez voir un film, dans votre cinéma de quartier, observez les personnes qui s'y rendent. Regardez les familles et les enfants souriants. Croisez le regard des gens de passage venus passer le temps. Dites-vous que quoi qu'il advienne, il y aura toujours quelqu'un pour aller voir un film sur grand écran. Et demandez-vous simplement si c'était mieux avant ou pas.